Bonjour, vous regardez Des mots et débats. Merci à vous de nous rejoindre sur Télésud pour découvrir l'invité du jour. Alors, il est franco-algérien, écrivain, scénariste. Quelques-uns de ses romans ont été adaptés à la télévision, notamment Le porteur de cartable, Il était une fois, peut-être pas. Akli Tadjer, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, vous êtes l'auteur aussi des Termes du paradis, La reine du tango. Vous avez même reçu le prix Nice Baie des Anges 2016. Et puis, il y a aussi La meilleure façon d'aimer. Enfin, il y a eu beaucoup de romans, d'ouvrages. Et puis là, votre dernier roman, La vérité attendra l'aurore, aux éditions Jean-Claude Lattès. Eh bien, je vous propose de découvrir, de commencer le premier chapitre au fil des pages. Akli Tadjer, La vérité attendra l'aurore. Dès les premières pages de votre roman, nous sommes avec Mohamed. Il est dans un appartement, l'appartement de ses parents qui sont décédés. Il doit le vendre. Donc il attend l'agent immobilier. Cet appartement se trouve à Gentilly, en région parisienne. Et là, il tombe sur une boîte à chaussures et il y a des photos dedans. Et il y a des photos de sa famille, de son frère, Lies, qui est mort très, très jeune, qui avait 20 ans, il me semble, Lies. Il voit cette photo de Lies. Et là, les souvenirs reviennent. Alors, pour commencer, présentez-nous cette petite famille. Slimane, Aïcha, Lies et Mohamed. Bien, les boîtes à chaussures servent souvent de petits cercueils pour les souvenirs. Et donc, Mohamed, qui est le narrateur de cette histoire, va donc ouvrir cette boîte de chaussures et découvrir un pan de sa vie. Le lecteur va aussi découvrir sa mère, Aïcha, son père, Slimane, qui est écharneur, c'est-à-dire qui gratte les peaux de vache dans une tannerie, son frère, son jeune frère, Lies, qu'il adore et qu'il vénère parce que c'est un élève brillantissime, alors que lui est un peu le canard boiteux de la famille. Et à travers tout ce défilé de photos, on va comprendre qui ils sont, comment ils sont arrivés en France, pourquoi ils sont venus en France. Et ces deux enfants qui sont nés en France et qui ont vécu avec et la culture algérienne et la culture française. Alors justement, comme vous le dites, cette double culture, on a l'impression quand même que c'est un fardeau. C'est une richesse, certes, la culture franco-algérienne, mais en même temps, c'est un poids, parce qu'il ne faut pas décevoir l'une. C'est un peu aussi un des thèmes que j'aborde dans mon roman. Qu'est-ce que c'est que la double culture ou avoir plusieurs cultures? Parce que, évidemment, on dit que c'est une richesse. Évidemment, c'est une richesse, mais ça, on s'en aperçoit posteriori quand on a quelques années déjà, qu'on a vécu longtemps en France et voyagé en Algérie à travers ses parents. Mais quand vous êtes enfant, prenons la culture, parce que c'est de ça que je parle, de la culture algérienne et la culture française, il n'y a pas plus différent que ces deux cultures, et par la langue, et par la religion, et par l'histoire de ces deux pays, qui était aussi une histoire de confrontation, qui se terminait par une guerre. Et quand vous êtes confronté à ces deux mondes, c'est très complexe à gérer pour un enfant. Parce qu'à la fois, il ne veut pas décevoir ses parents, qui sont algériens et qui sont fiers de leur culture, de leur histoire. Et à la fois, lui, il vit en France. Quand il est dans la rue, il a ses copains qui sont français. Moi, je ne disais pas français de souche à mon époque. Oui. On disait, ça n'existait pas. Oui, français métropolitain. On disait français. Voilà. Et tout était clair. En même temps, sans vraiment d'a priori. Lui, c'était Jean-Pierre, il était français, c'était une évidence. Et l'autre, il s'appelait Mohamed, c'était une évidence qu'il n'était pas né... en Gaule, oui. si je puis dire. Et donc, c'était ces conflits à gérer quand vous êtes gamin. Oui. Et, parce qu'il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de pont linguistique. Prenez par exemple la France et l'Italie. J'avais beaucoup de copains qui étaient d'origine italienne et tout. Pour eux, c'était très simple. Ils allaient à l'église avec tout le monde. Ils parlaient français parfois très mal, mais enfin, il y avait des ponts. Enfin, ce sont des langues latines. Puisque moi, j'arrivais dans un monde d'ex-colonisés. Donc, il y avait aussi ce rapport aux anciens maîtres qui était très complexe à gérer quand vous êtes gamin et tout, puis en fin de guerre d'Algérie. Donc voilà, j'ai vécu un peu dans cet univers. Alors, nous sommes donc à Gentilly. Il y a cet univers un peu... on sent que c'est ambigu, parce que d'un côté, on sent que les voisins sont sympathiques, mais en même temps, ce racisme latent. Il est à demi couvert. À l'époque, ça ne s'exprimait pas comme ça s'exprime aujourd'hui.
Parce qu'on était dans un autre... Enfin, ça s'exprimait de la manière suivante, c'est que vous étiez différents et vous le saviez. Mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes différents, parce que souvent, on vous classe dans une... plus dans un genre, plus dans un type, on dit celui-là il est kabyle, celui-là il est arabe, celui ici et ça. Maintenant, vous êtes musulman. Oui. Et, alors que ça n'existait pas. Avant, on disait il est algérien ou je sais pas quoi. Oui. On ne disait pas il est musulman. Des personnes se définissaient par la religion, alors que maintenant, on est défini par ça maintenant. Dans votre ouvrage, donc, vous parlez, on a l'impression que Mohamed a beaucoup d'admiration pour son père, parce qu'il dit « mon père ». Mais lorsqu'il parle de la maman, c'est la mère, c'est-à-dire c'est au loin, il y a quelque chose, il y a une sorte de non-respect, il y a presque comme s'il y avait de la haine, de la détestation. Il y a de ça parce que donc, Slimane et Aïcha ont 2 garçons, Lies, Mohamed, et Lies est très très brillant, tandis que Mohamed, c'est un peu la face noire de la famille. C'est le gamin qui ne veut pas en faire à l'école, qui est aussi complexé un peu par son frère. Et la mère qui quand même, comme on disait à l'époque, sort de la nuit coloniale, c'est-à-dire qu'elle est analphabète. Évidemment, quand elle a un fils qui est brillant comme ça, pour elle c'est son soleil. C'est son soleil. Il lui renvoie tout ce dont elle rêvait. Tandis que son autre frère qui ne brille pas, finalement, le néglige, et plus ça va aller, plus ça va être crescendo, et plus ils vont finir par, pas par se détester, mais par ne pas s'aimer. Oui. Il y a aussi cette histoire, Mohamed est amoureux de Nelly française, le père qui n'aime pas les Arabes, mais Nelly est amoureux de Mohamed. Il y a, en fin de compte, il y a cette façon de voir la tolérance à travers cette jeunesse, en fin de compte, ce croisement de culture. Mais Nelly, en fin de compte, disparaît. C'est-à-dire que, comme Mohamed va partir avec la famille en Algérie, eh bien, Nelly ne va plus être dans les pensées de Mohamed. C'est pas tellement qu'elle va plus être dans les pensées, au contraire, elle va l'omnubiler, mais lui, sa vie s'est brisée au retour d'Algérie, quand son frère est resté en Algérie. À partir de ce moment-là, son monde a basculé, il s'est effondré, et il s'est dit, je ne pourrais pas être heureux, je ne pourrais pas faire semblant d'être heureux avec cette femme, on s'était promis 1000 choses, de prendre un appartement, de vivre ensemble, oui. D'être un couple d'amoureux, comme ils en croisaient plein dans la rue, parce qu'ils étaient très jeunes quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et en revenant d'Algérie, comme le monde s'est effondré, il s'est dit, je ne peux pas faire semblant. J'ai laissé mon frère en Algérie, je sors d'un pays qui était dans la catastrophe, je ne peux pas faire semblant d'être heureux. Alors plutôt que de faire semblant, je vais m'en aller, comme ça elle trouvera quelqu'un d'autre à aimer, et moi je ferai le reste de ma vie avec ces souvenirs d'horreur dans ma tête. Alors, pour rappeler aux téléspectateurs, c'est vrai que le narrateur, Mohamed, il a 45 ans, donc il rappelle ses souvenirs, il a 45 ans. Donc il rappelle ses souvenirs quand il était enfant, adolescent. Et donc là, c'est vrai, cette période sombre, quand il perd son frère, Lies, en Algérie, on a l'impression que c'est une période que vous avez besoin de dénoncer. J'ai besoin d'en parler d'abord parce que quand il y a eu les attentats à Paris, en fait, évidemment, c'était l'horreur, comme tout le monde a dénoncé ça comme une horreur, et c'était une horreur. Mais moi, ça a fait écho avec ce qui se passait en Algérie dans les années 90, le GIA. Le GIA, parce que j'y étais souvent en Algérie. Pas par plaisir, parce que personne ne va dans un pays où c'est l'horreur au quotidien, mais c'est parce que moi, j'accompagnais mon père dans la petite maison qu'on a en Kabylie. Et donc, c'était... À Luxor ? Oui, à Luxor, donc... comme dans le roman un peu, quoi. Oui. Et donc j'accompagnais mon père là-bas, et puis je passais 2-3 mois avec lui et j'entendais toutes sortes d'horreurs, et je me suis dit je pourrais jamais écrire là-dessus parce que voilà, je peux pas, c'est trop dans la violence et tout dans le carnage au quotidien. Et puis quand il y a eu donc j'avais enterré ça, j'ai écrit d'autres romans qui n'avaient absolument rien à voir avec ça, plus légers, plus voilà. Et puis, quand il y a eu ces fameux attentats, ça a fait écho. Puis, je me suis dit, peut-être c'est le moment d'écrire ce que tu as vécu là-bas. Enfin, j'ai jamais été vraiment en danger, hein, je ne peux pas dire. Mais enfin, comme tout le monde était en danger, finalement, je l'étais aussi d'une certaine façon. Et donc, je me suis dit, je vais écrire là-dessus et je vais rassembler un peu tous les souvenirs, toute la tension, tout le climat de l'époque et tout. Et donc, je me suis dit, comment raconter
à travers un roman cette horreur. Oui. Voilà. Oui, ces années de terreur hein, C'était au nom de inimaginable. l'islam. Oui. C'était inimaginable. Par exemple, c'était l'équivalent de, je sais pas, 4-5 Bataclan par jour, sur 10 ans. Imaginez, c'est 200 000 morts. Et quand on dit 200 000 morts, les blessés, on ne les compte même pas. Et les blessés dans la tête aussi, les blessés des âmes, ça qui s'en remettront jamais, quoi. Et donc on se demande, voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment de le faire, et donc j'ai écrit ce roman. Et quand vous avez écrit ce roman, vous parlez aussi du pardon du président Bouteflika, le président actuel, qui a demandé justement à ses combattants, qui a pardonné, qui les a graciés, amnistiés quelque part. Oui, c'est une amnistie. Voilà. Alors quel est votre regard? Parce que vous en parlez aussi dans ce roman. J'en parle parce que... Est-ce que c'est pour vous, ça ne devait pas se faire, ce pardon? C'est très compliqué à la vérité. C'est très compliqué. La réponse ne peut pas être binaire parce que quand vous vivez dans les bains de sang quotidiens et tout, vous avez envie de dire stop. Quel que soit le remède, il faut stop, quoi, parce que c'est pas possible. Et en même temps, vous vous dites, mais tous ces gens qui sont blessés, qui va leur rendre justice un jour? À tous ces morts et tout, qui va leur rendre justice si ceux qui sont descendus des montagnes, finalement, c'est comme s'ils n'avaient rien fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, je pense que même si maintenant ces choses sont tues, je pense qu'elles ressortiront un jour, parce qu'on ne peut pas vivre avec ces blessures de l'âme comme ça éternellement, parce que je pense que c'est invivable pour certaines personnes qui ont vu leur famille entière disparaître, décimée. On va passer les détails parce que Hitchcock à côté, c'est un enfant. Alors pour reprendre l'histoire de votre roman, Mohamed qui a grandi revient en France, à Paris, il est ébéniste dans le passage du Grand Cerf, un ébéniste qui adore travailler le bois, donc il est encore dans les souvenirs en fin de compte, il travaille l'ancien. Et là, il y a une vente aux enchères, c'est le Gaîté Palace, où il avait des petites rencontres avec Nelly lorsqu'il allait assister aux séances de cinéma. Et ce Gaîté Palace a fermé et il est mis en vente aux enchères. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il croit reconnaître Nelly. Ce Gaîté Palace, il a existé, hein. Ouais. Il a existé. Et je suis passé un jour... À Gentilly. À Gentilly. Comme je parlais de Paris. Ça se passe à Gentilly, sans proche banlieue. Et ce Gaîté Palace a existé. Et une fois, je suis passé, il était complètement délabré et tout. Et je sentais qu'il était parti pour finir en garage, en supermarché, en Franprix ou que sais-je. C'est vrai. Mais et c'était d'un seul coup, je me suis dit, c'est triste parce que, en fait, moi, j'ai fait beaucoup appris de ma culture dans ce cinéma, quoi. Parce que nous, il n'y avait pas de livre à la maison, alors finalement, on voyageait à travers les films. Et donc, c'était ce cinéma de quartier. J'ai vu plein de choses et j'ai découvert la Chine dans ce cinéma. Alors que pour moi, la Chine, c'était simplement 4 lignes sur un manuel de géographie. Et là, il y avait des Chinois vivants qui bougeaient sur l'image. J'ai découvert le monde, j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert tout un tas de trucs. Et je me suis dit, tout ça se casse la gueule, quoi. C'est pas terrible, quoi. Et en même temps, c'est un peu le sens de la vie, quoi. Puisqu'il a fermé parce que plus personne n'y allait. Parce que ça s'est modernisé, il y avait des DVD, des CD, ça ne vivait plus. Et donc, il y a plein de cinémas qui se sont éteints. Et c'était un peu pour moi comme la chanson d'Eddie Mitchell, La dernière séance. Oui. Voilà. Et donc, c'est dans ce cinéma qu'on rencontrait plein de gens. Les premières amours sont nées. Voilà, c'est comme ça que Mohamed, il a pu rencontrer Nelly, entre autres, qui voyait Nelly le dimanche. Oui, vivre des flirts. Voilà. Il y a aussi, donc dans cette histoire, il y a cet étrange message que Mohamed reçoit un jour sur son compte Facebook. Alors on se dit tous, alors les lecteurs qui découvrent votre livre se disent, mais attends, oui, cette fille, certainement, c'est pour draguer Mohamed et puis essayer de vivre en France. Et non. Et non. Et voilà. non. Et non. Et non, et non, il ranime son compte Facebook est éteint parce que sur son compte Facebook, il en a marre, il a 15 amis et c'est que les gens qui travaillent à côté de lui. Alors donc et c'est grâce à son compte Facebook aussi qu'il a pu reprendre contact avec Nelly. Aussi. Donc ça sert. Ça sert. Mais c'est vrai que cette jeune femme, on se demande... Et on se demande qui est cette jeune fille. Et qui lui parle d'un livre qui s'appelle Le Client. Voilà. Et donc, alors j'ai bâti le roman comme ça, comme un peu un roman à suspense où on va d'étape en étape, d'intrigue en intrigue, de questionnement en questionnement. Et donc, il reçoit un jour un message d'une jeune fille qui veut devenir amie avec lui, qui s'appelle Houria. Houria en arabe, ça veut dire liberté. Et qui veut devenir avec. Mais lui, il ne connaît personne à Alger. Il se dit, mais qui c'est? Donc, il y a les questions que vous avez soulevées, mais qui c'est et tout. Et puis, donc, il ne répond pas tout de suite.
Et en même temps, il est intrigué, et puis finalement, il accepte. Il voit une jeune fille et tout. Il ne voit pas très, très bien. Et elle lui pose une question. Elle lui dit, connaissez-vous John Grisham? Alors là, Mohamed est complètement assis parce que, en fait, il a quasiment lu qu'un livre dans sa vie. C'est Le Client de John Grisham, il y a 20 ans, quand il était en Algérie avec son frère. Et d'un seul coup, il y a toute l'histoire, la mécanique qui se met en marche, et comment il a lu ce roman, et pourquoi il l'a lu, dans quelles circonstances, avec son frère. Et c'est toute la mémoire de ces deux frangins qui refait surface. Mais ce qui est aussi, ce que vous dénoncez à travers maintenant l'autre personnage, bon, il y a Mohamed, cette biculture, mais il y a Ouria, et là qui vit à Alger, qui, à travers son regard, ses yeux, on sent que c'est une femme qui veut devenir libre, qui lutte comme beaucoup de femmes. Voilà, parce qu'en fait, contrairement à l'idée un peu répandue, voire très répandue, on a l'impression que tous les gens veulent venir en France. Alors que c'est faux. Moi, quand je vais en Algérie, je rencontre beaucoup de gens qui ont la vingtaine, 25, 30 ans et tout, et qui savent que leur avenir est en Algérie, qu'ils n'ont rien à faire en France, et que personne ne les attend, et ils n'ont pas envie de venir. Ils savent que leur avenir est là-bas, parce qu'ils ont un pays à construire. Et donc cette jeune femme qui s'appelle Ouria est exactement dans cette perspective. Elle doit échapper aux intégristes, parce qu'en Algérie, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de salafistes, hein, même s'ils se sont calmés. Même s'ils ne sont pas violents dans leurs actions, mais le verbe y est toujours. Oui. Et donc, il faut cohabiter avec ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'on sent que Ouria, c'est le porte-voix de ces femmes qui subissent, par exemple, des harcèlements, si elles ont les cheveux c'est pour ça que quand elle rentre dans son quartier, elle se met un foulard pour pas être embêtée, pour parler poliment par ces garçons qui sont... Puis c'est aussi une question d'éducation. C'est la religion, mais c'est aussi une question d'éducation. Donc vous voulez dire, Akli Tadjer, qu'aujourd'hui, Alger, c'est comme ça, c'est encore comme ça. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas cette liberté de porter ce qu'elles veulent. Ah non, mais elles ont... En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une forme de liberté. Je ne veux pas dire que Alger, c'est Paris. Je veux pas... Mais c'est presque une liberté contrôlée. C'est-à-dire qu'elles peuvent être comme elles veulent, mais pas dans leur quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà, il y a le candidaton, etc. Et puis, c'est quand même pas mal salafisé. Je ne sais pas si ce néologisme existe, mais voilà, la religion, elle est de plus en plus prégnante. Ça, on ne peut pas dire. Et il y a de plus en plus de filles qui sont voilées, mais elles ne le font pas forcément par contrainte. Hein. Il y en a, c'est par conviction, et il y en a, c'est pour à chaque fois y voir des contraintes, des obligations et tout. Mais pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi... pourquoi les hommes aussi se comportent de telle façon, c'est aussi une histoire d'éducation. Ça n'est pas que la religion. Quand vous êtes dans une famille où les garçons, on leur demande d'être des ministres de l'Intérieur pour surveiller les filles, finalement, ça reste. Il n'y a pas... donc c'est aussi... ça a à voir aussi avec beaucoup l'éducation. Je ne dis pas que la religion n'a pas sa part, mais l'éducation a une énorme responsabilité. Quand vous avez des gamins de 12, 13 ans qui insultent une fille qui a 20 ans parce que... elle ne porte pas son foulard, ou même qu'insulte leur mère. Vous vous dites, il y a un gros problème quand même. Un gamin de 12 ans, il n'a pas insulté sa mère, non? Ah oui. De fait. Donc c'est un peu tout ça qui est compliqué à gérer. Alors c'est presque, je veux dire, qu'il y a presque deux sociétés qui vivent l'une à côté de l'autre. Une société très religieuse qu'on appelle, moi je définis comme salafiste, et puis les autres qui essayent de vivre à leur manière, quoi. Merci beaucoup, Akli Tadjer, pour cette première partie d'émission. On passe tout de suite à Carte sur table. Votre actualité, Akli Tadjer, vous êtes aussi scénariste. Alors, c'est-à-dire, comment faites-vous pour jongler, pour être en même temps écrivain à temps plein, promouvoir vos ouvrages et en même temps être scénariste? Vous savez, moi, j'ai écrit un premier roman il y a très longtemps, 84. Qui a été tout de suite adapté à la télévision. Et j'ai fait le scénario. J'ai coécrit le scénario, plus exactement. Moi, je n'avais pas du tout de vocation à être scénariste. Hein. Pas fait d'école de cinéma, pas plus que j'avais de vocation pour être écrivain. Hein. Par contre, vous avez fait une école de journalisme. J'ai fait une école de journalisme, mais presque fortuitement. Je n'étais pas non plus programmé pour ça. Et donc, le premier roman a été adapté, et ensuite, on m'a demandé d'écrire d'autres scénarios pour la télé. Si bien que moi, je ne pensais pas du tout réécrire de romans.
Mais pas du tout, hein, ça ne me venait même pas à l'esprit. Donc j'ai fait des scénarios pendant une quinzaine d'années. J'ai adapté des Maigret, enfin j'ai fait tout un tas de séries télévisées. Et puis j'ai proposé 2-3 projets de télé, on m'a retapé. Ça arrive, hein, on ne peut pas gagner tout le temps. Et mon père est décédé juste à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais essayer d'écrire un roman en son hommage, quoi. Et du coup, j'ai repris goût au roman. Et puis voilà, j'en écris un tous les 2 ans. Et puis j'ai adapté 2 de mes romans, Le porteur de cartable et Il était une fois peut-être pas. Et puis j'en ai d'autres qui sont en chantier possible. Et puis voilà, quoi. C'est les deux, mais c'est 2 univers différents, le scénario et le roman. Alors justement, quand vous dites 2 univers différents, est-ce que l'écrivain qui est assis à sa table, donc c'est l'isolement, il est seul, et quand on écrit des scénarios, est-ce qu'on a aussi ce sentiment d'isolement, ou alors on a besoin de vivre, d'avoir des gens autour de soi pour se sentir dans un monde de dialogue? Quand vous écrivez un roman, personne ne peut rien pour vous. Ça, c'est clair. Vous êtes tout seul avec votre ordinateur. Vous êtes là, vous attendez. Voilà. Vous entendez des voix qui vous racontent une histoire et voilà, vous les écoutez, vous écrivez l'histoire. Quand vous écrivez un scénario, c'est quand même un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas vous perdre, vous ne pouvez pas dire mon personnage, d'un seul coup, j'ai envie qu'il aille à New York, il va aller à New York. Vous avez la production qui va dire, mais à New York, je sais pas, c'est cher New York, tu ne peux pas emmener tout le monde comme ça. Tandis que dans un roman, ça coûte que le prix de l'encre. Oui. Hein, et de votre imagination. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et moi, j'ai aimé beaucoup ce travail d'équipe parce que ça me permettait justement de sortir de l'isolement, de rencontrer des gens, de voir des personnages. Alors là, plus sérieux, plus cadrés et tout, qui étaient remplis par des acteurs. D'un seul coup, ça se mettait à bouger. Alors que quand vous écrivez un roman, vos personnages sont beaucoup plus détaillés. Si vous voulez, ça le fait pour tout le monde. Quand vous lisez un roman, en fait, vous faites votre propre film. Oui, oui, en effet. Voilà, vous faites. Et quand un roman est adapté, c'est pour ça que souvent les adaptations déçoivent souvent. Parce que comme on s'est déjà fait son propre film... La voix aussi. La voix, enfin tout. Oui. Et vous voyez un autre acteur qui n'a pas forcément à voir avec ce que vous avez dit, vous êtes déçu. Ouais. Sans compter qu'on perd beaucoup dans une adaptation, quoi. Et donc... et puis un roman, c'est une histoire entre l'auteur et vous. Parce que c'est la différence avec le cinéma. Vous voyez, le cinéma, on est tous dans la même salle à regarder la même chose, au même moment. Et donc, parfois, c'est un peu calculé, mais on rit tous au même moment, on est ému au même moment. On n'a jamais vu des gens rire à contre-temps ou un quart d'heure sur des trucs qui ne sont pas drôles. Oui. Tandis que dans un roman, vous pouvez prendre un fou rire sur un truc anecdote qui vous renvoie à votre propre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est vraiment une histoire entre un auteur et son lecteur. Une histoire personnelle, je dirais. Voilà, c'est la différence entre ces 2 mondes. Vous avez parlé de la perte de votre père. C'est ce qui vous a amené à réécrire en fin de compte. Et est-ce que, justement, c'est l'un des pères, c'est Slimane que nous retrouvons? C'est ça? Ah oui, c'est mon père. Il était assez proche du personnage de La vérité attendra l'aurore. C'est-à-dire qu'il travaillait dans une tannerie. Il rentrait fatigué, fourbu, il était fatigué. Mais il y a eu cet accident dans la chaux quand il était... Non, mais ils avaient souvent les mains brûlées par la chaux. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas les... Souvent, il travaillait sans gants, il revenait avec des plaques d'eczéma et tout. Donc, il a passé une grande partie à ça. Et voilà, c'est à ce personnage que j'ai voulu rendre hommage parce qu'en fait, finalement... Il avait une humanité. En fait, il ne savait pas qu'il avait de l'humanité. C'est ça qui était touchant. Ouais. Parce qu'il y en a qui font de l'humanité, mais lui, en fait, ils aiment que ça se voit. Parce que lui, si vous voulez, autant il était beau sans le savoir, autant il était humaniste sans le savoir non plus. En fait, il a traversé le monde sans savoir qui il était vraiment. Il ne savait pas qu'il était beau, il ne savait pas qu'il était humaniste, il ne savait pas que ça allait être un enfer à ce point-là. Très bien. Merci beaucoup, Akli, pour ce petit témoignage, cette petite confidence. Nous allons passer tout de suite à la dernière partie, le coup de cœur. Alors, votre coup de cœur, c'est une écrivaine. Parlez-nous-en. Oui.
Ah ben moi, je suis en train de lire en ce moment la saga de Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Et tout. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que ça raconte un peu des histoires de familles modestes. Donc ça me renvoie un peu à mon histoire, ça se passe à Naples. Voilà, on sent le soleil, on sent les gens qui s'engueulent, qui se rabibochent, les petites amours, etc. Et tout. Et je trouve ça magnifique. En plus, c'est très bien raconté parce que c'est très contextualisé. Voilà, ça nous raconte ce que c'est que le néofascisme un peu en Italie. C'est à part petites touches, hein, c'est pas donneur de leçons, mais en même temps, ça instaure un climat et ça sent le soleil. Et comme il fait beau en ce moment, j'ai envie de lire que ça. Vraiment, c'est une très très belle histoire. Et l'amie prodigieuse raconte quoi particulièrement? Enfin, je veux dire, pourquoi l'amie prodigieuse? Parce que moi, je n'ai pas du tout lu. Ah, parce que ce sont deux amies qui s'appellent Lila et l'autre Elena. Et c'est la narratrice Oui. qui raconte l'histoire et son histoire et celle de sa copine et tout. Et on s'aperçoit que qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y en a une qui va être plus brillante que l'autre, qui va poursuivre des études, alors que ce n'est pas forcément la plus pétillante, la plus intelligente. Et on sent, à travers les propos de la narratrice, dont elle est toute l'admiration qu'elle a pour son amie qui ne va pas faire d'études. Et donc, c'est ce monde, et pourtant, ce sont des gens modestes et tout, qui ne sortent pas de leur quartier. Ce qui est touchant aussi, c'est quand ils sortent de leur quartier, ils sont émus parce qu'ils découvrent Naples, qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est une autre ville. Et après, quand ils rentrent dans leur quartier, eh ben, c'est les mêmes petites embrouilles qui continuent et tout. Et je trouve ça, enfin, moi, ça me touche, je trouve ça beau, parce que ça me renvoie un peu une histoire Parce que c'est une histoire de femme, on va dire, de nana, sans mais être méchante vulgaire. Hein, ouais. Bah non, mais c'est pas vulgaire. Pourquoi c'est une histoire de nana? C'est une histoire de tout le monde. Il n'y a pas des histoires de nana et des histoires de mecs. Soit ça vous intéresse ou pas. Je veux dire, c'est pas. Ouais, je sais pas. J'espère que c'est assez sexué au moins. Je me pose pas la question. Je me dis pas. Ouais. Est-ce que je serais pas en train de devenir une gonzesse maintenant que je m'intéresse à ça? Je me dis pose pas ces questions. Ouais, je tournais pas. Et ça me plaît. Et c'est ça qui est bien. Et voilà. Quand on aime, on compte pas quoi. Il y en a 4 tomes. Oui, 4 tomes, oui. Et vous les avez tous lus ou vous êtes en train... Non, je n'ai pas tout lu, je suis en plein dedans. Ouais. Mais c'est bien, franchement. En même temps, si c'est un succès à ce point-là, parce que moi, je l'ai lu aussi par curiosité. Je me suis dit, comment on fait une saga d'une façon originale, sans dire en 1812, etc., une espèce de chronologie un peu bébête, quoi, un peu nounouille. Je me suis dit, comment on fait? En fait, je regarde et... En fait, je retiens rien. Je suis tellement captivé par l'histoire que j'oublie la structure du roman. Alors, c'est encore plus fort que tout, quoi. Très bien. Merci beaucoup à Clé Tadjer de nous avoir fait partager votre coup de cœur, Elena Ferrante. Et puis vous, votre dernier roman, pas nouveau, c'est ça Nouveau. Je dis comment? Nouveau roman, c'est ça? Comme vous voulez. Allez, nouveau roman à Clé Tadjer. La vérité attendra l'aurore, voilà, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup de votre venue. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.